Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux interférences à n-ondes et on va prendre comme exemple le réseau diffractant. C'est le système le plus étudié pour faire des interférences à n-ondes, donc ça va être très bien de l'étudier ensemble. Alors qu'est-ce que c'est qu'un réseau? Déjà c'est une surface qui va être opaque et qui va laisser passer la lumière par un certain nombre de fentes ou de trous répartis de façon régulière à une distance tout le temps la même. Donc ici on va noter cette distance A, petit a, et on va avoir grand N trous répartis sur cette surface. On va éclairer cette surface avec un système qui est un système réaliste, hein. Vous pourriez faire ce montage en TP. Donc on va prendre une source ponctuelle que l'on va placer au foyer objet d'une lentille convergente, ce qui va nous permettre de créer un faisceau de lumière proche d'une onde plane monochromatique. Donc on a des fronts d'onde qui vont se propager ainsi et ils vont atteindre en même temps le réseau, chacun des points du réseau. Une fois qu'on a atteint le réseau, on va utiliser le principe de Huygens-Fresnel et on sait que la lumière va être diffractée en réalité dans toutes les directions et donc on a cette direction qui va ressortir, les rayons vont en particulier partir dans cette direction-là qui est notée par un angle alpha ici et on va placer une deuxième lentille convergente cette fois-ci pour focaliser les rayons en un point d'un écran qui va être placé au foyer image de cette seconde lentille convergente. Donc voilà un montage typique. Alors rappelez-vous, si là je retire la première partie, on a nos rayons qui sont tous parallèles, ils vont converger en un seul point, et en fait, rappelez-vous ce qu'on avait vu en optique géométrique, là c'est comme si on avait finalement une source à l'infini, hein, quand on regarde juste cette portion de faisceau, et donc au final, si on avait tous nos rayons ici en phase, on va les retrouver ici en phase. Et en réalité, la phase acquise dans un plan de front ici, va être conservée jusqu'à l'écran. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. La lentille ne va pas ajouter de déphasage, et donc le déphasage qu'on aura acquis en sortie de réseau, on va le conserver jusqu'au point de l'écran. Donc voilà. Maintenant, il va nous falloir calculer le déphasage que l'on aura acquis en sortie de réseau. Ce déphasage, c'est la différence de chemin optique qui va le créer, la différence de chemin optique en fonction des différents rayons qui vont sortir de mes fentes. Et donc, en fait, comme on a pris des rayons qui sont tous parallèles, puisqu'ils vont converger en un seul point, ça c'est une propriété des lentilles, pour calculer le déphasage, on va prendre un rayon qui va être ce rayon ici, qui va être le rayon de référence. On va considérer que lui, il va parcourir une distance R, c'est celui-ci, jusqu'à l'écran, et on va calculer finalement le chemin optique supplémentaire parcouru par le rayon qui passe par le trou d'en dessous, et ainsi de suite. Et si on prend la géométrie ici, on a un angle alpha ici qu'on va retrouver ici. Donc la distance parcourue, le surplus de distance parcourue que je vais noter delta est ici, et on peut montrer facilement dans ce triangle qui est rectangle ici que cette distance notée delta est égale à A sinus θ. Donc finalement, le premier rayon va parcourir une certaine distance, le deuxième rayon va parcourir une distance augmenté de delta, le deuxième rayon augmenté de 2 fois delta, 3 fois delta, et ainsi de suite, puisqu'on retrouve à chaque fois le même angle ici, et à chaque fois on multiplie on rajoute A pour descendre de plus en plus bas. Donc finalement, la différence de distance parcourue par le qième rayon s'écrit Q-1 facteur de A sinus θ. Le premier rayon, il n'a pas de delta, le deuxième 1 delta, 2 delta, 3 delta, et ainsi de suite. Et c'est ce qui va nous permettre finalement de faire le calcul, de mener jusqu'au bout le calcul pour calculer l'intensité qu'on va observer au niveau de l'écran. Ça, c'est l'objectif de notre travail. Alors pour simplifier la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais noter delta A sinus θ, hein, puisque ça, ce sera une constante dans notre calcul. Mais en fait, delta, rappelez-vous, ça dépendra de l'angle θ. Donc ça dépend de la distance entre deux ouvertures, le pas de mon réseau, on appelle ça, et puis l'angle sous lequel je regarde finalement mes rayons converger au point M. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est calculer l'amplitude qui va arriver au point M. Alors pour cela, on va prendre l'amplitude qui part, par exemple, de ce point-là comme référence, et on va calculer l'amplitude qui vient de celui-ci, et ainsi de suite. Donc il va falloir faire la somme de toutes les amplitudes pour connaître l'amplitude au point M. L'amplitude qui part de ce point-là, elle va être donnée de façon assez simple. On va faire les mêmes approximations que d'habitude. On va considérer que localement, ça ressemble à la propagation d'une onde plane jusqu'au point M. Donc on va l'écrire sous la forme d'un A0 exponentielle I KR moins oméga t, le R étant le chemin optique finalement parcouru tout au long de ce trajet. Si on prend le deuxième rayon, il va parcourir la même distance plus delta. Donc on va se retrouver avec un A0 exponentielle I KR plus delta moins oméga t. On rajoute seulement un delta ici.
Le troisième rayon, il va parcourir 2 delta en plus, le quatrième rayon, 3 delta en plus, et ainsi de suite, jusqu'au nème rayon, qui va parcourir finalement n-1 delta en plus. On part de 0, donc faites attention, on va jusqu'à n-1 et pas jusqu'à n, puisqu'il y a n fentes, donc de 0 jusqu'à n-1. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre en facteur ce que l'on peut. Et on voit que dans chaque terme, je peux mettre A0 exponentielle IKR moins oméga t en facteur. Et puis ici, finalement, il va me rester 1. Ici, il va me rester exponentielle de IK delta. Et ici, il va me rester exponentielle de K2 delta, et ainsi de suite. Et ça, je peux l'écrire sous la forme d'une somme qui va de P égale 0 à n-1 de exponentielle de IKP delta. Alors, faites attention, souvent c'est une petite erreur, quand on prend P égale 0, l'exponentielle fait 1, donc on a bien ce terme-là, qui correspond à celui-ci, et il faut aller jusqu'à n-1, puisque quand je mets n-1, je me retrouve avec exponentielle IK n-1 delta, exactement ce terme-là, si je le multiplie par ça. Ici, il y a un petit plus qui traîne, mais c'est une erreur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ça? On va regarder un petit peu en détail cette expression, et on peut l'écrire d'une façon un tout petit peu différente. Vous voyez que exponentielle de IK P delta, je peux mettre le P en facteur. Ça, c'est une propriété de l'exponentielle. Et ça fait apparaître une forme qu'on connaît bien normalement, c'est une suite géométrique de raisons exponentielles IK delta. La somme d'une suite géométrique, donc que vous avez ici, de 0 à n-1, de epsilon q, avec epsilon ici la raison, c'est 1 moins epsilon puissance n, moins 1 sur 1, moins epsilon. Donc on va remplacer cette somme par cela en mettant finalement epsilon, c'est mon exponentielle de IK delta. Et j'obtiens donc A égale A0 exponentielle de IK moins oméga t, donc ça c'est le terme en facteur qui reste là, et puis je remplace ça par 1 moins exponentielle de IK n delta sur 1 moins exponentielle de IK delta, donc ça c'est la raison puissance n, et ça c'est la raison tout court, exactement comme dans la formule ici. On peut donc maintenant calculer finalement ce qui nous intéresse le plus, l'intensité totale qui va être sur l'écran, en fonction toujours de delta, et je vous rappelle que delta dépend de θ, donc en fonction de la position finalement sur l'écran. Donc l'intensité, par définition en complexe, c'est 1/2 de la moyenne temporelle de A à étoile. Donc on va prendre ça et on va le multiplier par son conjugué, ce qui va faire que ce terme-là va disparaître, et donc on voit que R n'intervient finalement pas, puisqu'il est commun en fait à tous les chemins optiques, donc il ne va pas intervenir. Le oméga t va disparaître un petit peu comme d'habitude, le A0 va nous donner 1/2 de A0 carré, avec le 1/2 qui est là, et donc je vais prendre ce terme-là, voilà, et je le multiplie par son conjugué. Alors, faites attention, mais c'est pas compliqué à faire, je vous conseille d'essayer de le faire. On va donc multiplier tout ce qui est en haut et tout ce qui est en bas de façon indépendante. On va donc avoir 1 fois 1, ça va faire 1, et ce terme-là fois celui-ci, comme ça c'est le conjugué de ça, ça va donner également 1. Donc on va se retrouver avec I0, ça c'est le terme 1/2 de A0 carré, je l'ai écrit sous forme I0. On va avoir donc ce 1 et ce 1 ici, qui va nous donner 2. Et après, on va avoir ça fois 1 et ça fois ça, qui vont donner moins exponentielle de IKN delta, moins exponentielle de moins IKN delta. Et on retrouve exactement la même chose en bas. Il suffit juste de retirer les grands n, puisqu'on a quelque chose de parfaitement symétrique. Là maintenant, ce qu'on peut reconnaître, là, c'est finalement, ici, je peux mettre un plus, et ici un plus, en fait, enfin, je peux laisser le moins et mettre ici un plus avec des parenthèses. On obtient exponentielle de quelque chose plus exponentielle de moins quelque chose. Et ça, on a déjà vu, c'est un cosinus. Donc on va avoir 2 fois le cosinus de kn delta en haut, et 2 fois le cosinus de k delta. Ça, c'est les formules de l'air. Il faut bien penser aux 2 qui apparaît, puisque c'est exponentielle de i θ plus exponentielle de moins iθ qui fait 2 fois le cosinus. Là, on le remplace proprement. Une fois qu'on a ça, on voit qu'on peut simplifier par 2, donc voilà ce qu'on obtient. Et on va encore faire une petite modification. On a 1 moins cosinus de x qui est égal à 2 sinus carré de x sur 2, ça c'est une formule de trigonométrie. Donc finalement, le 1 moins cosinus kn delta, je vais pouvoir le remplacer par 2 sinus carré de l'argument divisé par 2. Donc j'obtiens 2 sinus carré de kn delta sur 2 au numérateur et 2 sinus carré de k delta sur 2 au dénominateur. Alors j'ai un petit peu rajouté des choses pour vous préciser. Rappelez-vous, ça c'est de l'optique géométrique, donc revoyez ce qu'on a vu ensemble. Finalement, pour trouver la position du point M, c'est pas compliqué, puisque si vous prenez un angle
θ, ça c'est l'angle θ qu'on a dans cette formule-là, hein, et ben vous prenez le rayon qui n'est pas dévié, ça va vous donner la position du point M, sachant que M est à la distance focale par rapport à la lentille, puisqu'on a dit que l'écran était au foyer image. Donc finalement, pour calculer cette distance-là, et ben ça va être typiquement la tangente de θ va vous donner cette distance-là divisée par f', donc on peut calculer facilement la distance qui est ici. On va pas le faire parce qu'on va tout exprimer en fonction de θ, en fonction de l'angle, mais on pourrait le faire, ça va charger les expressions, c'est pas la peine de le faire, on va rester tout en fonction de θ. Donc voilà, là on peut simplifier par 2 si je prends l'intensité, et on obtient donc quelque chose de relativement simple. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais travailler un petit peu ce qui a marqué là-dedans. Le K, je vais remplacer par 2pi lambda 0, et le delta, c'est A sinus θ, hein, ce qui est marqué là, et donc je vais pouvoir simplifier par mon 2, et pareil au dénominateur, je vais pouvoir simplifier par 2. On obtient donc une expression un peu compliquée, avec finalement un sinus carré qui a le même argument que le sinus carré au dénominateur. La seule différence, c'est ce grand N, qui va faire que ce sinus-là va osciller beaucoup plus vite que celui-ci, en fonction de l'angle θ. Alors on va faire un petit changement de variable qui est assez classique. On va poser petit x qui est égal à A sinus θ sur lambda 0 pour étudier finalement la répartition de lumière. Donc on va tout exprimer en fonction de x. Notre expression devient i égale i0 sinus carré de pi nx sur sinus carré de pi x. On va étudier cette formule qui est déjà assez compliquée, hein, cette formule mathématique est pas très simple, en fonction de x, et on saura que si on calcule des positions pour x pour lesquelles on a un maximum de lumière, et il suffira de remplacer x par a sinus θ sur lambda 0 pour chercher la valeur de θ finalement pour lequel on a ce maximum. Donc faisons cette analyse, cette étude de courbe. Donc déjà, quand vous avez une fraction, je vous conseille vraiment d'étudier de façon, surtout avec des sinus, d'étudier de façon séparée le numérateur et le dénominateur dans un premier temps. C'est une première étape pour comprendre comment ça fonctionne. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier la fonction sinus carré de pi nx ici. Donc c'est une fonction qui va osciller entre 0 et 1, hein, c'est un sinus au carré, donc voilà, il n'y a pas de nombre négatif. C'est une oscillation qui va être rapide, puisque vous avez le n ici, contrairement à ce qui va être au dénominateur, puisque vous n'avez pas le n. Donc là, ici, on va osciller beaucoup plus vite en fonction de x. Là, j'ai fait varier x entre 0 et 2, ce qui fait quand même varier x sur une distance assez importante, si vous le regardez ici, enfin, sur un angle important. Enfin, ça va dépendre de a et de lambda 0. Alors une fois qu'on a ça, on va chercher la position des minimums et des maximums. On va s'intéresser tout d'abord au minimum, et un sinus, le sinus carré de pi nx, va être égal à 0 lorsque pi nx est égal à un nombre entier de pi, p donc appartenant à n, ce qui veut dire à chaque fois que x sera égal à p sur n, p étant un entier. Voilà, ce qui va se passer à chaque fois, on va se retrouver avec ce sinus qui est égal à 0. Si on regarde maintenant quand est-ce qu'il vaut 1, c'est exactement entre deux zéros, donc finalement, à chaque fois qu'on aura un 1, on aura x égale p plus 1,5 sur grand N, p appartenant également à grand N. Voilà, ça c'est pour l'étude du numérateur. Si on regarde maintenant le dénominateur, on va avoir une oscillation beaucoup plus lente. Et là, je vais directement calculer, là je vous ai directement affiché 1 sur sinus carré de pi x sur la même valeur entre 0 et 2 pour que vous puissiez les comparer. Et donc, ça va valoir l'infini lorsque le dénominateur sera égal à 0. Donc à chaque fois que le sinus sera égal à 0, c'est-à-dire à chaque fois que pi x sera égal à pi, p étant devant être un entier. Donc à chaque fois finalement que x sera un entier, on aura un dénominateur qui sera nul, et donc une valeur infinie pour ce rapport, 1 sur sinus carré de pi x. Donc ça c'est ce qu'on observe ici, en 0 on a l'infini, on va descendre, puis après on va tendre vers l'infini, puis après on va ainsi de suite faire quelque chose comme ça. Et à l'inverse, on peut chercher à quel moment on va valoir 1. On va valoir 1 à chaque fois finalement qu'on est au milieu de ces deux maximums. Ça c'est à chaque fois que ce sinus sera égal à 1. Donc si vous faites le calcul, vous allez voir c'est à chaque fois que x est égal à p plus 1,5, c'est-à-dire à mi-parcours, ici entre le 0 et 1, on a une valeur 1, une valeur 1, et ainsi de suite. Alors maintenant, ça ne nous intéresse pas réellement d'étudier cette fonction et cette fonction. Ce qui nous intéresse, c'est d'étudier celle-là fois celle-là pour obtenir ce sinus ici. Le I0, c'est juste un facteur multiplicatif, donc après tout, son étude n'est pas très importante, c'est juste une normalisation. Donc on va s'intéresser surtout au produit de cette courbe par celle-là. Alors voilà ce qu'on obtient, toujours entre 0
et 2 hein, pour voir l'image. On a ici en bleu la courbe qui correspond à 1 sur sinus carré de pi x, de de pi x, pardon, et puis donc la partie dénominateur, et puis en rouge, vous avez l'oscillation rapide qui était donnée par le sinus carré de pi nx. Et donc si on fait la multiplication des deux, vous allez avoir la courbe noire que vous voyez ici, qui va osciller. Donc quand le sinus ici vaut 1, ben, on vient toucher la courbe bleue, et donc on va osciller. Alors il y a un petit souci, c'est ce qui se passe quand finalement le dénominateur et le numérateur, quand le dénominateur vaut 0 et le numérateur vaut 0, on se retrouve donc avec 0 sur 0, donc on a quelque chose qui tend vers l'infini d'un côté et qui vaut 0 de l'autre. Si on fait le calcul, eh ben on peut le faire en 0 de façon assez simple. Vous faites le développement limité ici. Le développement limité de sinus en 0, de sinus x en 0, c'est x au premier ordre. Donc finalement, ça va vous donner, si vous faites le développement limité de sinus carré de pi nx, vous allez trouver pi nx au carré, puisque le sinus est au carré, sur pi x, et donc les au carré, et donc les pi vont simplifier, les x vont simplifier, il va vous rester que le n au carré. Donc on va avoir, à chaque fois qu'on va avoir le dénominateur qui va être égal à 0, à chaque fois que 1 sur sinus carré de pi x va valoir l'infini, et on va avoir le sinus carré pi nx sur sinus carré pi de x qui va valoir n carré. Et donc ça, c'est à chaque fois que x est un entier. Donc voilà ce qu'on obtient. On obtient ici, je l'ai tracé pour n, grand N égale 10, donc on a 100 fois plus de signal. Alors c'est vraiment quelque chose d'important parce que on va avoir beaucoup de signal au niveau de ces franges principales, on appelle ça les franges principales, alors qu'on va avoir très peu de signal finalement dans ces franges qu'on va appeler les franges intermédiaires, puisqu'on va avoir d'autres maximums hein, qui vont être beaucoup plus faibles, mais on va avoir des maximums très importants avec 100 fois l'intensité d'une source seule. Donc voilà, à chaque fois que finalement ce x est un entier, on va avoir un maximum qui va être une raie principale. On a une raie principale centrale pour un angle égal à 0, puis pour un angle θ qui va être donné par a sinus θ avec p égale 1 ici, donc a sinus θ égale lambda 0, puis on va avoir une deuxième raie principale ici qui va être a sinus θ égale 2 lambda 0, et ainsi de suite. Et donc, une utilisation de ce réseau, c'est de mesurer la longueur d'onde. On va chercher sous quel angle on voit nos positions de raie principale, et donc on va utiliser cette formule pour déterminer la position, la longueur d'onde lambda 0, qui sera égale à A sinus θ divisé par P, P étant l'ordre de notre raie principale. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors, vous allez étudier le réseau naturellement en profondeur en TD, donc je vais m'arrêter là pour cette étude de fonction. On a vu des choses importantes. Ce qui est vraiment important à voir, c'est déjà ce que c'est qu'un réseau, comment ça marche. Et il y a une chose qui est importante, c'est que pour pouvoir faire ce calcul, il a fallu que finalement, lorsque l'on fait interférer différents rayons, il faut que à chaque fois la différence de chemin optique soit une constante par rapport, la différence de chemin optique est régulière entre deux rayons les uns après les autres. Si c'est pas le cas, si vous avez des différences de chemin optique qui sont compliquées, entre deux rayons successifs et qui sont pas constants, ça va amener à des calculs compliqués. Là, on est dans un cas où justement la différence de chemin optique va être à chaque fois égale à a sinus θ en plus, et donc ça permet de mener le calcul puisqu'on trouve une somme qui va se transformer en suite géométrique. On va pouvoir faire le calcul. Donc il y a d'autres types de montages qui permettent de faire ça, et ça va vraiment être les montages pour lesquels vous allez pouvoir mener les calculs facilement.